présente pas, bien entendu. Laurent Wirth est inspecteur général de l'éducation nationale en histoire-géographie. On a deux historiens, ils sont encadrés par deux philosophes. Ça va nous faire du bien. Christophe Couteau, qui est professeur de philosophie à Bordeaux 3 et qui collabore, entre autres, qui a collaboré à un numéro récent de l'Art de l'Esprit, je crois aussi, sur des questions qui étaient proches, et puis Jean-Claude Monod, qui est lui aussi chargé de recherche au CNRS, qui enseignait à l'école normale supérieure. Vous êtes également membre du comité de l'Art de l'Esprit depuis 1996 et vous travaillez spécifiquement sur ces questions de mémoire. Peut-être pour passer aux travaux pratiques, tout de suite, Laurent Wirth, par rapport à ce qui vient d'être avancé par Pierre Nora, quelles en ont été les conséquences de ces débats sur l'histoire et la mémoire dans la façon de concevoir les programmes, de les mettre en œuvre, et quelles ont été également les conséquences vis-à-vis de ces différents groupes qu'a défini Pierre Nora, qui demandaient eux aussi une certaine reconnaissance pour une mémoire dont ils estimaient qu'elle n'avait pas été jusqu'alors assez mise en avant, soit dans les programmes, soit dans l'enseignement en général de l'histoire. Laurent Wirth. Donc je pourrais témoigner de la pression qui s'exerce sur les concepteurs de programmes, puisque j'ai présidé les deux groupes d'experts, celui qui a fait le nouveau programme de collège, celui qui a élaboré les nouveaux programmes de lycée. La pression qu'exerce cette invasion de mémoire dont vous avez parlé sur la conception, la fabrique des programmes scolaires. Et je crois que vous avez dit des choses absolument fondamentales sur non seulement cette invasion de la mémoire, il y a longtemps que vous le dites, sur également l'affirmation la mémoire comme affirmation des identités. Alors je rajouterai simplement qu'il y a les identités des groupes, mais qu'il y a aussi, et la polémique récente le montre, sur les programmes de collège en particulier, des intégristes d'une identité nationale fermée. Et ça, je souhaiterais en dire un mot, parce qu'il y a une véritable offensive en ce moment de ces intégristes que je souhaiterais dénoncer publiquement ici. Et enfin, sur le rôle de l'histoire comme recteur de la mémoire nationale et sur l'investissement des Français sur donc, cet enseignement de l'histoire. Moi, on a dit que l'histoire était une passion française, mais je crois que l'enseignement de l'histoire est vraiment une passion française, et les polémiques récurrentes le montrent. Alors, pour donner quelques exemples, qui d'ailleurs sont antérieurs, moi pour la première, au moment où j'étais directeur général, où j'étais à l'époque jeune enseignant, il y a eu la polémique des années 70, déjà lancée par le Figaro Magazine. 1979. Voilà, on n'enseigne plus l'histoire aux enfants, etc. Et donc il y avait eu un grand débat national, ça a été le côté positif d'ailleurs de cette polémique, ça avait débouché sur Montpellier, etc., toute une réflexion sur ce que devait être l'enseignement de l'histoire. J'ai en tête aussi un souvenir que j'ai vécu comme inspecteur général, c'est qu'au début des années 2000, au moment de l'affaire dite Osarès, une polémique très violente sur l'enseignement de la guerre d'Algérie, qui est enseigné depuis longtemps, dont l'enseignement est prévu depuis longtemps dans les programmes, depuis 1969 au collège, depuis 1982 au lycée, la guerre d'Algérie est enseignée. Évidemment, beaucoup de médias avançaient l'idée qu'on n'enseignait pas la guerre d'Algérie. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque, je présidais un concours de recrutement, d'une journaliste qui me téléphone, parce qu'on m'avait dit que j'avais présidé la commission qui avait élaboré les sujets du baccalauréat, et qui me dit qu'il y a eu des sujets sur la guerre d'Algérie au baccalauréat cette année. Est-ce que c'est parce que le président Bouteflika est venu en France? Vous avez une visite, écoutez, les sujets, on les prévoit un an à l'avance, et les professeurs travaillent dessus un an à l'avance, et on est prêt à 100 lieux. C'est la première fois que tu cherches la guerre d'Algérie. Je dis non. C'est au moins la 10e fois qu'il y a des sujets sur la guerre d'Algérie. Bon, comme quoi, il y a des choses qui... Mais là, il y a une polémique très très violente, où là, on a assisté à un affrontement de mémoire. Les lettres pleuraient des deux côtés. D'un côté, c'était les atrocités commises par le FLN, de l'autre côté, les atrocités commises par l'armée française, la torture, etc. Là, vraiment, on a été confronté à une polémique très violente qui nous a fait toucher du doigt
la difficulté que pouvaient avoir les enseignants à enseigner des objets chauds comme cela, et on avait d'ailleurs prévu à ce moment-là de mettre en place une grande université d'été assez largement ouverte aux cours d'instruction et aux professeurs, qui s'appelait Enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain, qui visait à essayer d'aider les professeurs à enseigner ça. Mais je voudrais témoigner plus précisément de mon expérience plus récente sur la pression mémorielle avec... vous avez évoqué les lois mémorielles. Et je dois saluer le combat que vous avez mené avec Liberté pour l'Histoire, parce que c'est la fameuse loi de février 2005 qui prévoyait qu'on enseigne obligatoirement les aspects positifs de la colonisation. Et grâce à votre action, cette loi n'est pas entrée en vigueur, comme on le sait, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, pour ce qui est... On n'a pas été tout à fait les seuls, mais voilà. on a été peut-être probablement les premiers. Vous avez été les éveilleurs. On a été sinon, on aurait été obligé d'inscrire les aspects positifs de la colonisation dans les programmes. Et je crois que cette leçon a porté, et j'espère que nous sommes à l'abri maintenant de ce genre de choses. Alors, plus récemment, les programmes de collège, on les a élaborés entre 2006 et 2008, et les programmes de lycée entre 2009, 2010 et 2012. Là, effectivement, les pressions des groupes ont existé, plus finalement que les pressions de nature gouvernementale, sont des pressions qui émanent de la société. Ça, nous avons eu à plusieurs reprises comme président du groupe d'experts, on a reçu des demandes explicites d'inscription de telle ou telle question dans les programmes. Ça a toujours existé. Je pense que ça existait déjà avant, mais avant ces programmes-là, c'est les années 90, quand on dit avant, c'est vrai que la grande unité, la puissance de la mémoire et des pressions mémorielles quand même les années 80-90. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, alors bon, évidemment, ça peut aller, vous avez évoqué les Corses, jusqu'à ce député qui demandait qu'on inscrive dans les programmes que la Corse a été le premier département libéré en 1943. Alors, si on suivait toutes les pressions mémorielles, on ferait des programmes de 2000 pages. Un programme n'a pas vocation à faire 2000 pages. Alors, je voudrais, moi, insister, puisqu'on est en plein dans l'actualité, et dans une polémique, on a encore eu un reportage à France 2 hier, il y en a eu sur TF1, il y en a eu sur M6, il y en a eu sur France 3 aussi, depuis deux rentrées, et là j'en arrive à ce que j'appelle les intégristes de l'identité nationale fermée, il y a une offensive en règle orchestrée par le Figaro Magazine. On a cassé l'histoire de France, c'était fin août 2012. Cette histoire de France qu'on n'enseigne plus, fin août 2011, c'est généralement au moment de la rentrée, relayant un certain nombre d'ouvrages. Je ne donnerai pas les noms parce que je ne veux pas faire de publicité, ils font suffisamment leur publicité, qui mettent l'accent sur le fait qu'on n'enseignerait plus l'histoire de France. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les intégristes de cette histoire nationale, qui est toujours enseignée. Elle fait en gros, les deux programmes visés sont les programmes de 5e et de 4e. En gros, on a évacué Louis XIV pour faire scandale une place à l'histoire de l'Afrique précoloniale. Une Afrique qui ne serait pas entrée dans l'histoire, ça rappelle une chose, mais ça a été vécu comme un scandale, le fait d'oser, pour 10% du temps consacré à l'histoire, faire une place à l'Afrique précoloniale. En 5e, l'histoire de France, c'est 60% du programme. En 4e, l'histoire de France, on aurait évacué Napoléon, paraît-il. C'est ce qui est faux, il est cité abondamment dans le programme. C'est aussi 60% du programme. Donc tout ça est absolument faux. L'histoire de France n'a pas été évacuée. Alors la polémique aussi récente, c'est on a évacué les maréchaux de la guerre de 14 et pour un article du Figaro qui a suivi le Figaro Magazine du week-end qui a précédé, on a évacué les maréchaux. Bon, en fait, j'ai été interviewé depuis, c'est peut-être qu'il leur faut. On a
occulter le rôle bénéfique du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale. Bon, ce qui est là aussi complètement fou, puisque le nom des maréchaux de la guerre de 14 n'a jamais été inscrit dans un seul programme depuis les programmes des lendemains de la guerre. Ils étaient tous pris depuis le rang des années 20. On n'a jamais écrit Joffre, Foch et Pétain, Foch, Nivelle, etc. Ça n'a jamais été inscrit dans les programmes. Je voudrais simplement, je vais terminer là-dessus, vous montrer que l'on peut fort bien, en respectant l'esprit des programmes, parler non seulement des maréchaux, mais surtout des vrais héros de la guerre, des poilus. J'ai assisté il y a une quinzaine de jours avec un inspecteur pédagogique régional à un cours remarquable sur la Première Guerre mondiale dans un collège à la Garde, près de Toulon, où c'est fait en classe de première, et le programme, le thème du programme, c'est figurant au programme sur la Première Guerre mondiale, c'est l'expérience combattante dans une carte totale. Le professeur nous a présenté, nous a d'abord dit que c'est pas l'expérience combattante, les expériences combattantes, et que l'expérience combattante de l'été 14, avant la bataille de la Marne, n'était pas l'expérience combattante des tranchées, et n'était pas l'expérience combattante des contre-offensives de 1918, et il nous a présenté les phases de la guerre, sans rentrer dans le détail chronologique de toutes les batailles, mais en nous montrant ce carnage qui a précédé la bataille de la Marne, jusqu'à la bataille de la Marne elle-même, jusqu'au mois de novembre 1914, avant que la guerre de mouvement soit terminée. Et il a parlé bien entendu de Joffre, et lors du jour de la bataille de la Marne. Il nous a présenté ensuite l'expérience combattante dans les tranchées, et il a parlé de Verdun et de Pétain, bien entendu, des offensives meurtrières qui ont marqué aussi cette période. Il a parlé du chemin des dames de Nivelle, et puis des contre-offensives victorieuses de 1918, il a parlé de Foch. Donc, dans le cadre d'un programme, on ne peut pas tout écrire, et on voit très bien que derrière cette espèce de volonté de mettre en avant des héros de l'histoire de France qui auraient disparu, qui n'ont pas disparu, ils sont toujours là, il y a un petit peu une dimension idéologique assez connotée, et sur lesquelles je voulais mettre l'accent. Vous avez dit, Jean Vier, vous venez de dire que... dire ça. On finit sur l'intervention de Laurent Vier, si je reprends la parole, Bernard. Vous avez dit qu'il y avait des pressions sur le mémorial, sur la conception des programmes. Ce qu'on fait, vous leur faites une certaine place à cette pression mémorielle. Par exemple, dans le programme de terminale, vous avez décidé qu'il y avait la question de les mémoires de la guerre d'Algérie, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qui pourraient être étudiées par les professeurs pendant ce programme de terminale. Alors, et ES. Ça, ce n'est pas céder aux pressions mémorielles, c'est justement... Non, mais vous leur faites une place, vous faites une place à cette idée de la mémoire. Tout à fait. C'est pour, puisque Pierre Nora a insisté sur la dissociation entre l'histoire et la mémoire, il nous a paru absolument essentiel que les élèves de terminale, c'est pas d'ailleurs une nouveauté puisque c'était déjà présent dans le programme des années 90 avec Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes de terminale ESL, et quand même un éclairage sur les rapports complexes qu'a souligné Pierre Nora tout à l'heure entre l'histoire et la mémoire. D'où, au début du programme, cette question sur le rapport des sociétés à leur passé et un retour sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ou les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc effectivement, on leur fait une place, mais ce n'est pas faire une place à des pressions mémorielles, c'est amener les élèves à réfléchir au rapport compliqué entre l'histoire et la mémoire. Alors Bernard, vous vouliez répondre à... Deux mots, parce que je ne veux pas... Allez. Deux mots, deux directions. Je suis parfaitement sensible aux difficultés insurmontables que constitue aujourd'hui la mission de faire des programmes d'histoire. Et donc, je comprends les problèmes que vous avez pu avoir et je salue le travail que vous avez pu faire avec Chanet et avec beaucoup d'autres. Bien, mais deux choses. Je n'ai pas regardé la totalité des programmes, mais je les ai vus tels qu'ils s'expriment à travers les manuels qui les transmettent. C'est aberrant. Je vous le dis sans aucune acrimonie
identité nationale, mais ils sont intellectuellement complètement aberrants. Quand vous voyez, je pense à Manuel Hachette, que j'ai assez bien regardé, et où vous voyez les totalitarismes qui sont expliqués après la Seconde Guerre mondiale, vous n'y comprenez absolument rien, c'est l'inverse, évidemment. Quand vous voyez la place, et Dieu sait que j'y suis sensible, qui est donnée sur plus de pages que la guerre mondiale à l'extermination des populations juives, je suis particulièrement sensible, croyez-moi, mais si vous y accordez le double ou le triple de ce qui est la part accordée à la totalité de la Seconde Guerre mondiale, vous changez les proportions nécessaires. Et le deuxième point que je voulais... Donc, je ne connais pas. En effet, les programmes ne peuvent pas tout dire, ne doivent pas tout dire, ont beaucoup de difficultés à tout dire, etc. D'accord. Mais quand on voit leur application à l'intérieur des manuels, on se dit quand même que dans les programmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Deuxième point. Vous incriminez... Oui, les programmes de lycée, oui, bien sûr. Et encore une fois, je reviens pour dire, c'est peut-être infaisable, c'est très très difficile à quoi du CM de faire des programmes historiques. D'accord. Et en effet, on ne voit pas comment on pourrait étudier Louis XIV, Jeanne d'Arc et Napoléon, comme l'étudiait le Malais Isaac, en faisant droit à l'histoire des Incas, à l'histoire de l'Afrique précoloniale, à l'Asie avant l'invasion du Republic of China, etc. C'est vrai. C'est évident que c'est très difficile. Alors, deuxième chose, vous incriminez cette offensive de l'identité nationale, cet intégrisme national à la campagne du Figaro. Moi, les critiques que j'ai vues magazine surtout au Figaro Magazine, bon, c'est un ou deux numéros du Figaro Magazine dont je ne pense pas qu'ils traduisent l'ensemble de la mentalité collective. Mais les critiques qui vous ont été faites ne viennent pas de là. La critique qui vous est faite à l'intérieur de ce numéro du Figaro Magazine, c'est Hubert Tison, qui, je ne sache pas, est un intégriste national, c'est le secrétaire général de l'association des historiens et géographes, c'est un homme de gauche traditionnel, ô combien, c'est lui qui fait le procès de vos programmes dans le Figaro Magazine, et c'est à lui que le Figaro Magazine a donné la parole. Donc, je ne défends pas le Figaro Magazine pour le Figaro Magazine, mais je nuance l'intégrisme absolu. Et l'attaque la plus violente qui vous a été faite dans l'histoire, elle est d'Annette Viorca, qui, je ne sache pas, soit une intégriste de l'identité nationale, que nous aimons tous les deux beaucoup, etc. Donc, rétablissons les choses, c'est pas l'offensive du Figaro et de l'intégrisme national et du problème de l'histoire de France, il va beaucoup plus loin que celui du Figaro, et c'est un problème énorme. Quelle place faire à l'histoire de France? Comment enseigner aujourd'hui l'histoire de France? Faut-il encore enseigner l'histoire de France? C'est un problème en soi qui mérite d'être gravement posé, mais qui ne l'est pas que par le Figaro. Juste une réponse. Il faut distinguer trois choses. Les programmes, les manuels et leur application dans les classes. Oui. Et toutes les critiques qui sont faites au programme se font à travers les manuels. Ce qui n'est pas la même chose, puisque la liberté éditoriale est totale, et il n'y a contrôle ni a priori ni a posteriori sur les manuels. Donc c'est pas que je veuille me défausser, mais quand on attaque les manuels, on attaque les manuels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Le manuel applique le programme. Pour ce qui est des programmes, bien distinguer programme de collège, puisque les attaques de ceux que j'appelle les intégristes, parce que Tison, c'est qu'un article parmi d'autres du Figaro Magazine, c'est un article parmi d'autres, et la PHJ... Déjà, le Figaro Magazine, on peut le regarder article par article. Non, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et par ailleurs, la PHJ, quand on a fait les programmes de collège, on l'a reçu à peu près 7 ou 8 fois. Quand on a fait les programmes de lycée, on l'a reçu 4 ou 5 fois. On a beaucoup discuté avec eux, donc bon... ce ne sont pas les attaques les plus violentes. L'attaque d'Annette Viorca, j'y ai répondu. Quant à l'histoire de traiter... Vous y avez répondu très mal, je l'ai lu, votre réponse.
Elle ne lui répond pas. L'idée. Non, en gros, on était accusé d'avoir fait les programmes sarkozystes parce que c'était les programmes. C'était pas tout à fait ça. C'était quand même au larme lycéen. Oui. Au larme lycéen. Non, mais c'était plutôt lié à la question c'était la compassion. La compassion, l'intérêt pour les méchants. Justement, il y avait une démarcation totale par rapport à cette compassion. Si on a mis en première ligne dans ce programme un thème économique et social, c'est pour montrer que le XXe siècle n'a pas seulement été un siècle de catastrophe, mais aussi été un siècle de formidable progrès économique et scientifique. Deuxièmement, oui. Non, j'entends bien. Alors, est-ce que les intentions ne sont pas à mettre en cause? Est-ce que les intentions ne sont pas à mettre en cause, mais est-ce que ces programmes, pour certains d'entre eux, en particulier ceux du lycée, ne sont pas trop compliqués? C'est-à-dire, est-ce que l'intention des concepteurs des programmes n'est pas trop compliquée à mettre en œuvre, trop compliquée? Parce que qu'on mette totalitarisme dans la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas, mais il faut l'expliciter, le comprendre, etc. et faire comprendre. Soyons clairs. On était dans un contexte qui était le contexte de la réforme du lycée qui avait prévu la suppression de l'histoire obligatoire en terminale S. Est-ce qu'on pouvait envisager que des élèves de S n'aillent pas jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que les élèves qui dans cette série, donc, alors à partir de ce moment-là, il y a eu l'accusation que vous avez fait du 2 en 1. C'est-à-dire vous avez compacté sur un an ce qu'on faisait en 2. Justement, tout l'effort de cette histoire chronothématique, c'était d'éviter. Il a fallu faire des sacrifices douloureux. Il n'y a plus rien sur l'Europe, par exemple. Plus rien. De toute façon, faire un programme, c'est comme gouverner, c'est choisir. Quant à l'histoire de la guerre et des totalitarismes, l'idée, c'est que le totalitarisme est sorti de la Première Guerre mondiale. Et que la Première Guerre mondiale était la matrice de ce siècle. Tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée aujourd'hui. Mais rien n'empêche, parce qu'en exergue du programme, c'est dit dans l'introduction, répété en grand tel du programme, le professeur peut traiter les thèmes et les questions dans un ordre différent de celui de la représentation. Donc si un professeur veut traiter la Première Guerre mondiale, puis traiter les totalitarismes, puis traiter la Seconde Guerre mondiale, rien ne l'en empêche. L'important, c'est de ne pas faire l'économie d'une réflexion sur ce qu'a été la guerre au XXe siècle, de ne pas faire l'économie d'une réflexion sur ce qu'a été le totalitarisme au XXe siècle, parce que, moi j'avais la faiblesse de penser qu'on ne doit pas laisser la réflexion sur le totalitarisme aux philosophes et la réflexion sur la guerre aux philosophes. Les historiens peuvent, en liaison avec les philosophes, réfléchir à ce qu'a été la guerre et à ce qu'a été le totalitarisme. Et on a maintenant un recul sur le XXe siècle qui nous permet d'avoir une démarche qui est celle qu'on a sur les autres siècles. Vous avez dit qu'on ne faisait plus que très largement de l'histoire contemporaine, en gros au collège, seulement en 3e. 6e, 5e, 4e, on va jusqu'à la fin du 19e. Et au lycée, première et terminale. En second, on a cette vue cavalière. On s'est dit qu'on avait une opportunité pour essayer de passer à du chronothématique. Alors, ils sont peut-être ambitieux, mais bon, voilà, un programme doit-il délibérément ne pas vouloir être ambitieux? Bon, alors, on va maintenant, après la discussion entre historiens, on va faire rentrer les philosophes dans le débat, parce qu'ils ont été appelés par Laurent Witt soi-même. Donc, Jean-Claude Monod, peut-être pour commencer, et pour nous recentrer sur cette question de mémoire et d'histoire, qu'est-ce que vous tirez de cette première partie de la discussion et de l'introduction de Pierre Nora, qui a rendu hommage, entre autres, à Paul Ricoeur et à son travail, justement, qui a beaucoup nourri les historiens des années 90 et 2000 sur l'histoire, mémoire, oubli, etc. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié 2 choses. C'est le fait que, bien sûr, Pierre Nora revienne sur cette distinction, tout en disant qu'elle était extrêmement difficile à tenir. C'est une distinction qui a l'air absolument nécessaire et absolument acompliquée presque aussitôt qu'on l'a énoncée. C'est vrai que dans les premiers textes de Pierre Nora, il y avait une sorte de partition assez nette avec la mémoire du côté émotif, subjectif, d'un collectif qui finalement l'articule sur le mode du vécu par opposition à une histoire intellectuelle, construite, objective. Et je pense que là, c'était peut-être une schématisation qui ensuite a dû être compliquée. Et en même temps, on a besoin de cette distinction, de cette rupture instauratrice, comme disait Certeau, entre un mode de récit
et un mode aussi de réception, de transmission qui ne passe pas par un travail critique sur les sources, et un mode qui passe par, disons, l'histoire critique. Mais au fond, moi j'aimerais peut-être revenir sur deux choses dont on n'a peut-être pas parlé, c'est justement cette dimension épistémologique de l'histoire, c'est-à-dire le fait que l'histoire n'est plus seulement l'histoire récit. Au fond, je pense que dans la question sur les programmes, sur la difficulté à articuler des dimensions d'histoire économique, d'histoire des civilisations, d'histoire de l'Afrique précoloniale, mais bon, Louis XIV, on va le laisser de côté, comment on refait, au fond, un récit historique? Est-ce qu'il faut attendre de l'enseignement de l'histoire, d'ailleurs, qu'elle nous donne un récit de l'histoire nationale, un récit de l'histoire de France? Sans doute un peu. Est-ce qu'il faut attendre de l'enseignement de l'histoire qui ne donne que ça? Certainement pas. Est-ce qu'il faut attendre de l'enseignement de l'histoire qu'il intègre les dimensions apportées par l'école des annales, apportées par une histoire beaucoup moins récit? Et comment articule-t-on, je ne connaissais pas ce terme de chronothématique, mais comment articule-t-on ces plans? C'est-à-dire un plan, c'est Ricoeur précisément qui disait que l'histoire, c'était quand même toujours un peu du récit, parce que c'est toujours de la synthèse de l'hétérogène. Mais à partir de quand on arrive encore, à partir de quel degré, est-ce qu'on n'arrive même plus à faire la synthèse de l'hétérogène? C'est peut-être le grand problème quand on confectionne un programme, c'est à partir de quand ça ne tient plus ensemble, à partir de quand ça devient inintelligible, parce qu'on veut précisément faire entrer des dimensions, et je ne nie pas du tout la difficulté extrême de cette tâche, mais je pense qu'il faut intégrer dans la complexité le fait qu'il faut intégrer aussi les transformations internes à la discipline historique, et le fait que la discipline historique s'est transformée elle-même en prenant en compte des dimensions qui échappent complètement, enfin qui n'échappent jamais sans doute complètement, ça c'est l'argument de Ricoeur, mais qui échappaient en partie à l'histoire récit. Toute une histoire économique des cycles qui échappent à la conscience des acteurs, toute une histoire des espaces, toute une histoire anonyme, et bien sûr toutes ces histoires liées à, disons, des minorités ou communautés, ça va très vite ensuite dans un débat républicain contre communautariste et qui brouille un peu, à mon avis, la chose, mais disons l'histoire de groupes qui n'étaient pas pris en compte dans la grande histoire nationale à la XIXe siècle. Parce qu'il y a aussi ce travail critique de l'histoire du XXe siècle sur une forme d'histoire républicaine, d'histoire officielle. Et là, et c'est un point sur lequel insistait Ricoeur et qui me semble important sur ces rapports d'histoire-mémoire, c'est que la mémoire, certes, il n'y a d'histoire que sur le plan d'une certaine critique de la mémoire, un rapport critique de l'histoire comme discipline à la mémoire. Mais la mémoire peut aussi jouer un rôle critique par rapport à l'histoire, et même des mémoires communautaires, minoritaires, viennent bousculer l'histoire, disons, indexée à l'État et à l'État-nation. Évidemment, on voit aussi un des points éventuellement de crispation et de débat, c'est l'articulation à l'État-nation. C'est aussi l'histoire des femmes, on a rappelé d'ailleurs qu'il y en aura tout à l'heure, c'est l'histoire de l'immigration, l'histoire de régions qui viennent imposer un autre récit, essayer de faire affleurer une autre perception de cette même histoire nationale, qui font du coup apparaître des diversités de perspectives, mais qui là aussi du coup rendent beaucoup plus complexe l'objet même, je pense, à la fois de l'histoire récit et de l'enseignement de l'histoire. Donc voilà, c'était peut-être le premier point. Après, je ne veux pas monopoliser. Non, mais sur ce point, alors, on a peut-être une petite intervention, puis on donnera la parole. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites concernant l'histoire récit, parce que vraiment, le dilemme auquel nous étions confrontés, parce que, à la fois, je parlais des programmes de collège, je parlais aussi des programmes de lycée, quand nous avons commencé à travailler, nous nous sommes fondés sur des observations qui avaient été faites pendant plusieurs années par nos collègues inspecteurs pédagogiques régionaux qui sont tous les jours dans les classes. Et qui nous disaient, pendant le cas du collège, le problème qu'avaient les professeurs, c'était de cavalcader à travers les siècles. Parce qu'ils étaient obligés de parcourir toute l'histoire de l'humanité, de la préhistoire jusqu'à maintenant. Donc, et ça générait de l'ennui chez les élèves et une histoire désincarnée, cavalcadant à travers les siècles. Et l'idée, justement, c'est de donner des respirations en introduisant du choix et en introduisant des études précises
qui permettent d'incarner cette histoire, de faire comprendre au moins. On ne peut pas tout dire, mais il faut dire, en se fondant sur des exemples précis, des choses qui vont permettre aux élèves de comprendre ce qu'a été une époque. Je vais vous donner, il y a une chose qui nous a beaucoup inspiré, c'est un livre de Maurice Sartre qui s'appelait Histoire grecque.